Se marier est un moment important dans la vie de nombreux couples. Cependant, avant de se plonger dans les festivités nuptiales, il est crucial d'envisager une étape importante, les examens prénuptiaux. Ils sont une série de tests médicaux que les futurs mariés effectuent avant le mariage. Ils visent principalement à détecter d'éventuelles maladies transmissibles comme le VIH ou l'hépatite, ainsi qu'à évaluer la santé reproductive des deux partenaires. On fait les examens prénuptiaux, c'est des examens qu'on fait pour que lorsqu'on se met en couple, qu'on n'ait pas de problème. Parce que se mettre en couple veut dire qu'on va avoir des rapprochements sexuels, on va avoir des enfants, surtout en Afrique. Donc, pour prévenir, pour ne pas avoir des problèmes, parce que quand vous vous mettez ensemble, pour ne pas courir des risques d'avoir des maladies ou de ne pas pouvoir avoir des enfants. On examine, il y a, je vais dire, 3 étapes. La première étape, c'est une consultation qu'on fait. Et la consultation, ça permet, il y a l'interrogatoire, on va interroger chaque élément du couple. Ça permet de connaître le profil de la personne. Deuxièmement, on va passer à l'examen clinique. Puisque c'est l'examen prénuptial qu'on examine, on va faire l'examen gynécologique pour voir si les organes génitaux sont bien en forme. Il y a les seins, les organes génitaux masculins ou féminins, que tout est en forme. Donc chez l'homme, on l'examine pour voir, et la femme aussi, on l'examine. L'examen clinique. Et après, on va passer aux examens complémentaires. Là, on va demander des tests, des prises de sang. Dans les prises de sang, on va explorer, on va voir si les deux peuvent être compatibles. Des prises de sang, à savoir la détermination des additionnines irrégulières. On va voir la forme de l'hémoglobine pour savoir si les deux ont des hémoglobines compatibles ou des groupes sanguins compatibles. En dehors de ces tests cliniques, on va demander des analyses pour chercher des infections, pour voir si l'un et l'autre n'a pas d'infection et s'il n'y a pas de risque de se contaminer. Il y a certains examens qu'on fait, certaines maladies qu'on explore systématiquement, la syphilis, le VIH et les infections sexuellement transmissibles. Et puis, il y a aussi l'hépatite B et C. Voilà les infections que l'on explore dans les analyses. Se soucier de son bien-être avant le mariage n'est pas seulement une démarche responsable, mais également un cadeau que chaque couple se fait à lui-même. En prenant le temps d'effectuer ces tests, les futurs mariés s'assurent du bien-être de leur famille. Lorsque vous vous mettez ensemble, le système immunitaire est tel que, sur le plan immunologique, quand vous prenez le groupe sanguin, il y a le facteur Rhésus, par exemple. Le Rhésus, quand la femme est de Rhésus négatif, l'homme est de Rhésus négatif, de Rhésus positif, il peut y avoir des problèmes immunologiques. C'est-à-dire, sur le plan immunologique, les deux Rhésus qui sont opposés, ça va donner des anomalies et des problèmes. Ça va créer des problèmes chez l'enfant qui va être chez cette femme-là. Donc, le bébé va courir des risques. Et là, quand on sait déjà qu'il y a ce problème de Rhésus, ça va nous amener à savoir que quand il va y avoir des grossesses, on peut prendre des précautions. Donc c'est important de connaître. Si vous savez que votre partenaire est reproductif, vous avez le choix. Vous allez savoir que voilà ce qui vous attend. Si vous êtes prêt, vous y allez. En fait, tous ces examens-là permettent de savoir est-ce que c'est bon fait. Et on est en sécurité pour vivre ensemble. Les examens prénuptiaux ne sont pas seulement une formalité, mais une étape essentielle qui permet au couple de construire des fondations solides pour leur vie commune. Une consommation excessive d'huile peut exposer l'organisme déjà à une prise de poids, au surpoids. Et quand on parle de surpoids, le surpoids fait naître à toutes sortes de maladies. On peut parler de l'hypertension artérielle, on peut parler du diabète, on peut parler des cancers même, on peut parler de plein de maladies
quand le surpoids s'installe. La consommation excessive d'huile va également entraîner une augmentation du LDL cholestérol au niveau de l'organisme. Quand ce type de cholestérol est élevé au niveau de l'organisme, cela va entraîner une accumulation des graisses au niveau des vaisseaux sanguins, ce qui peut boucher ces vaisseaux ou ces artères-là, empêchant une bonne circulation du sang. Et sur le long terme, cela peut même entraîner des accidents cardiovasculaires. De façon générale, un adulte ne doit pas dépasser en moyenne 3 cuillères à soupe d'huile par jour. L'idéal est même déjà d'éviter les fritures. Toute cuisson qui nous amène à chauffer notre huile avant préparation n'est pas idéale pour notre santé. Quand je veux manger du poisson, il est préférable pour moi de prendre du poisson frais que de prendre du poisson frit. Quelle que soit la bonne qualité de l'huile que j'achète, cette huile peut être la meilleure huile au monde. Quand on procède à un surchauffage de cette huile-là, la configuration de cette huile change. Et cette nouvelle configuration que les huiles acquièrent après surchauffage vont entraîner un effet plus accentué de l'élévation du LDL cholestérol au niveau de l'organisme. Et quand ce type de cholestérol est élevé, bienvenue les maladies cardiovasculaires. Sur le long terme même, on peut assister à un AVC. Donc, dire que c'est pas bien de réutiliser les huiles de friture, c'est vrai. Et moi, j'ajoute qu'il est même préférable de ne même pas opter pour les fritures. Plusieurs aliments naturellement contiennent de l'huile. Quand je prends le poisson, la viande contiennent des acides gras et contiennent également le cholestérol. Le cholestérol étant classé dans les acides gras, bien sûr. Donc, le poisson, la viande contiennent de l'huile. Également, les légumineuses, les graines oléagineuses, quand je prends l'arachide contient de l'huile. La belle preuve, on extrait de l'huile de l'arachide. Le maïs contient également de l'huile. Les céréales, de façon générale, contiennent de l'huile parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'huile de maïs également. Donc, tous les aliments, pas tout, mais la plupart des aliments contiennent des quantités variées d'huile. C'est pas les mêmes proportions dans tous les aliments. Au Bénin, nous avons plusieurs variétés d'huile. Et il y a des huiles qui sont riches en acides gras saturés plus que d'autres. Il y en a qui sont plus riches en acides gras insaturés que d'autres. Notre organisme a plus besoin d'acides gras insaturés que d'acides gras saturés. Mais notre organisme a aussi besoin d'acides gras saturés pour son bon fonctionnement. Les acides gras saturés se retrouvent souvent dans les huiles qui durcissent à température ambiante. C'est vrai qu'il y a quelques exceptions. À l'exemple du beurre de karité. Mais il ne faut pas exagérer dans la consommation de ce type d'huile-là. Le beurre de karité est beaucoup plus indiqué dans les usages cosmétiques. Mais si vous voulez en consommer, l'idéal c'est de ne pas du tout exagérer parce que ce type d'huile contient déjà beaucoup d'acides gras saturés. Et exagérer en acides gras saturés, c'est faire du mal à son organisme. Donc, avant d'acheter vos huiles, il faut lire les étiquettes et voir le pourcentage d'acides gras saturés et le pourcentage d'acides gras insaturés qu'il y a dans cette huile-là avant de l'acheter. C'est vrai que l'organisme a besoin d'acides gras saturés, mais il ne faut pas du tout en abuser. À tous ceux qui consomment excessivement d'huile, je leur demande tout simplement de réduire leur consommation en huile parce que consommer de l'huile de façon exagérée ne fait pas du bien à votre santé, aussi bien sur le court terme que sur le long terme. C'est vrai qu'actuellement, on voit une équipe féminine qui traverse une très belle période. On a vu les Amazones seniors quand même qui ont cartonné lors de leur double confrontation. Elles ont réussi quand même à se qualifier. Pour les U17, la séquence semble se récidiver. Les U17 quand même qui ont performé face à une équipe de la RDC qui pour moi était quand même favorite sur le papier. Force de constater quand même qu'elles ont mis le maximum d'efforts qu'il faut. On a vu des consignes qui ont été données via le coach, qui ont été très bien respectées. Les passes dans le dernier geste, tout s'est très bien passé sur l'ère de jeu. Et finalement, elles ont réussi à faire l'essentiel.
il est quand même très compliqué de s'enflammer tout de suite, connaissant ce football béninois-là. J'espère que pour ces jeunes femmes, ces jeunes Amazones, les choses devraient quand même se passer autrement. Pour moi, en faire une comparaison tout de suite face aux guépards, ça va être compliqué parce que je vois quand même les guépards à un niveau assez élevé, même si en termes de statistiques, ça reste beaucoup de choses à corriger. C'est vrai que pour la prochaine CAN, on a vu une équipe béninoise voilà, qui a réussi quand même dans la foulée à se qualifier dans la condition qu'on sait. L'essentiel est quand même fait. Ce qu'on espère de cette équipe, c'est de la voir quand même jouer le football au plus haut niveau. Le football au plus haut niveau, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. La période que traversent les Amazones aujourd'hui, ça reste à croire qu'on voit une équipe de football féminin béninois qui pratiquement semble être de retour. C'est quand même très loin des équipes comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, voire l'Égypte. Je pense qu'il a quand même beaucoup de travail à faire pour atteindre ces équipes. J'espère que le coach et la fédération béninoise de football travaillent en amont pour que du positif règne au sein de ces Amazones-là. Parce que tout ce qu'on souhaite pour ce football béninois-là, c'est de progresser. Quand on voit les Amazones, d'abord les seniors, on a dans la foulée des filles qui évoluent dans des clubs en Europe, qui ont été appelées et qui ont réussi à faire de bonnes augures lors de double confrontation et qui les a permis quand même de se qualifier. Pour les U17 également, il y a des filles qui ont été repêchées dans les centres de formation, dans les championnats, etc. et qui performent aujourd'hui. Je pense que ce sont quand même des atouts à ne pas négliger. Il faut prendre en compte dans le futur, travailler convenablement pour essayer de faire progresser ces filles-là. C'est vrai que dans les années précédentes, les résultats n'ont pas été forcément le cas. Il y a eu des filles qui ont été balancées sur des compétitions données et puis derrière, on n'a plus des nouvelles d'elles. J'espère que la Fédération béninoise de football a pris la conscience, a appris quand même à corriger les défauts pour que le futur soit quand même de bon augure. La Commission nigérienne de lutte contre les crimes économiques a annoncé lundi avoir récupéré près de 500 millions de dollars de fonds détournés l'année dernière et obtenu plus de 4000 condamnations pénales directes, soit le chiffre le plus élevé depuis la création de l'agence il y a plus de 2 décennies. La corruption demeure un problème majeur au Nigeria touchant divers secteurs. Selon cette commission, une partie de l'argent récupéré a été réinvesti dans des projets gouvernementaux. Malgré les efforts déployés, le Nigeria se classe toujours au 140e rang sur 180 dans le dernier indice de perception de la corruption de Transparency International. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'intensification des combats entre l'armée régulière et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, complique considérablement la lutte contre la variole du singe. Alors que cette région est l'épicentre de l'épidémie, les hôpitaux en première ligne de la réponse sanitaire sont maintenant confrontés à une grave pénurie de médicaments et de vaccins, ces derniers ne pouvant pas atteindre les zones de combat. Les combats ont également poussé plus de 600 patients à fuir les centres de soins, rendant leur prise en charge encore plus difficile. Les autorités sanitaires redoutent une aggravation de la situation, l'insécurité entravant la détection de nouveaux cas. La RDC, déjà en proie à d'autres épidémies comme le choléra et la rougeole, se retrouve dans une impasse où la guerre et les maladies se chevauchent, aggravant les souffrances de la population. Des efforts sont en cours pour ouvrir des corridors humanitaires, mais cela nécessiterait un arrêt des hostilités. Au moment où les États-Unis mettent fin à l'USAID, des scientifiques se sont réunis en Ouganda pour statuer sur les questions de santé en Afrique.
Le retrait américain de l'OMS fait craindre désormais un effondrement de la collaboration internationale en matière de recherche sur les maladies infectieuses. L'Ouganda est préoccupé. Le pays a réduit de 77% le taux d'infection au VIH-Sida chez les enfants en 20 ans. Vous vous souvenez tous des études de la névirapine qui nous a permis de prévenir l'infection par le VIH chez les enfants. Au Kenya, la sensibilisation a permis de réduire le temps d'attente et d'encourager un plus grand nombre de personnes à se faire soigner à temps et minimiser le défi de la stigmatisation. Pouvons-nous créer un modèle dans lequel, en une seule étape, une personne peut être testée, conseillée, initiée et prendre son médicament et quitter la clinique en ayant accompli tout ce qu'elle avait à faire? À l'échelle mondiale, les pays se sont fixés pour objectif d'éradiquer le VIH-Sida d'ici à 2030. Mais beaucoup d'entre eux ont pris du retard. Les participants à cette conférence en Ouganda affirment qu'il est essentiel de cibler la prévention de la maladie chez les jeunes, où le taux d'infection est en hausse. La conférence de 3 jours qui s'achève jeudi a pour but d'encourager les partenaires mondiaux dans le domaine de la recherche virale. Elle publiera des mesures et des politiques sur la manière de gérer les maladies émergentes et de réduire le nombre d'infections à 0. Une voiture piégée a explosé ce mardi à l'hôtel Cairo à Beledweyne, une ville stratégique du centre de la Somalie. L'attaque a coûté la vie à au moins 6 personnes, dont 2 anciens dignitaires locaux selon des témoins. L'explosion visait précisément cet établissement car il héberge des chefs traditionnels et des officiers militaires engagés dans la coordination de l'offensive gouvernementale contre le groupe terroriste Al-Shabaab. L'attentat a immédiatement été suivi d'une violente fusillade. Des hommes armés ont pris d'assaut l'hôtel affrontant les forces de sécurité. Plusieurs blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent d'épais nuages de fumée noire s'élevant au-dessus du bâtiment, gravement endommagé par la déflagration. Aucune revendication n'a encore été formulée, mais le mode opératoire porte la marque d'Al-Shabaab, ce groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda qui multiplie les attentats ciblant les responsables gouvernementaux et militaires en Somalie. L'Ouganda a déployé un nombre indéterminé de soldats au Soudan du Sud. Par ce geste, le président ougandais Yoweri Museveni tente de protéger le fragile gouvernement de son homologue Salva Kiir, qui fait face à une rivalité tendue avec son adjoint, ce qui menace de relancer la guerre civile dans ce pays d'Afrique de l'Est. Les forces spéciales ougandaises ont été déployées à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Elles sont censées contrer une éventuelle avancée des rebelles sur la ville, selon le général de division Félix Kulayigie, porte-parole de l'armée ougandaise. Dimanche, les États-Unis ont ordonné au personnel gouvernemental non urgent de quitter Djouba. L'ONU met en garde contre une régression alarmante qui pourrait effacer des années de progrès durement acquis au Soudan du Sud. Le Sahel reste l'épicentre du terrorisme mondial. C'est l'un des enseignements majeurs du 12e indice annuel du terrorisme mondial publié mardi. La région représente 51% des décès dus au phénomène en 2024. Selon le document, une instabilité alimentée entre autres par la faiblesse de la gouvernance, les tensions ethniques et la dégradation de l'environnement. Le Burkina Faso est en tête des pays touchés par le terrorisme, ce pour la 2e année consécutive, nonobstant des améliorations. Il représente 1/5 de tous les décès dans le monde, alors que le Niger a enregistré 94% des victimes, soit 930 décès en 2024, ce qui représente la plus forte hausse au niveau mondial. De manière globale, le texte souligne une baisse de 10% des décès en Afrique subsaharienne, à l'exclusion du Sahel. C'est le niveau le plus bas depuis 2016.
En Afrique du Sud, au moins 12 personnes ont été tuées et 45 blessées lorsqu'un bus s'est renversé à Johannesburg. L'accident s'est produit tôt le mardi matin sur une autoroute près de l'aéroport international hors Tambo de la ville. Nous avons recensé 45 patients hospitalisés en ce moment même qui ont été transportés par divers services d'ambulance vers différents hôpitaux de la ville. Par la suite, les ambulanciers ont malheureusement déclaré 12 passagers, 9 hommes, 3 femmes, tous décédés sur place à la suite de l'accident. The paramedics declared 12 of the passengers, about 9 males, 3 females to be specific, and all of them declared dead on scene as a result of the crash. Le bus transportait des passagers en provenance du township de Katlang, à l'est de Johannesburg, selon les responsables. Le maire de la localité s'est rendu sur place. Certains membres des communautés sont ici. Ils demandent des nouvelles de leurs proches et notre objectif est de nous assurer que nous leur offrons le soutien nécessaire et que lorsqu'ils souffrent, lorsqu'ils sont inquiets, il doit y avoir un système coordonné qui fonctionne et les dirigeants sont ici pour s'en assurer. Le conducteur du bus fait partie des personnes évacuées aux urgences. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident et les causes restent encore à déterminer. Alors qu'il est hospitalisé depuis près d'un mois pour une pneumonie, le pape François s'est montré mardi de bonne humeur. Lundi soir déjà, le Vatican se montrait rassurant, affirmant que le pronostic du souverain pontife n'était plus considéré comme réservé ou incertain, ce qui signifie que sa vie n'est plus en danger. Mais il ne retrouvera pas tout de suite sa résidence de Santa Marta. Son état reste complexe. Le pape doit être soigné encore pendant quelques jours à l'hôpital, selon le Saint-Siège. De quoi nourrir des spéculations sur sa capacité à participer aux célébrations de Pâques. Le pape est âgé de 88 ans. L'Ukraine a accepté mardi un cessez-le-feu immédiat de 30 jours négocié par les États-Unis si la Russie accepte le plan selon des déclarations de responsables. Dans le cadre de ce plan, les États-Unis ont immédiatement levé leur interdiction de partager des renseignements avec l'Ukraine et reprendront leur assistance en matière de sécurité à ce pays, envahi par la Russie il y a plus de 3 ans. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré à Jeddah en Arabie Saoudite, je cite, « L'Ukraine est prête à commencer à parler et à arrêter de tirer ». Fin de citation. C'était après plus de 7 heures de négociations dans cette ville entre des délégations américaines et ukrainiennes de haut niveau. Le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont convenu de conclure, dès que possible, un accord global de développement des ressources minérales essentielles de l'Ukraine, selon une déclaration commune des gouvernements des deux pays.